Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à l'initiation à la sculpture dans Blender. Et pour ce faire, on va utiliser comme projet une tête de dragon. Une tête de dragon plutôt cartoon, plutôt non photoréaliste. Alors, ce cours, il va être fractionné en plusieurs parties. Donc avant de commencer vraiment dans le vif du sujet à sculpter le dragon, on va faire un peu de théorie sur le sculpt mode. Donc à voir comment vraiment ça fonctionne. Puis on verra comment on organise le projet, comment on se sert des références, de la tablette graphique. Ensuite, on passera à la partie concept art. Et puis vraiment, on entrera dans le vif du sujet avec la sculpture où on fera déjà la forme de base, puis ensuite on verra comment augmenter les différents niveaux de détail. Puis il y aura une petite partie sur la rotopologie, donc qui consiste à refaire le maillage par-dessus la sculpture pour qu'il soit plus simple et puisse être utilisé en production pour l'animation, jeux vidéo, tout ça. Et après cette partie, on fera une partie baking. Donc le baking, ça va consister à transférer des informations de maillage haute densité de la sculpture vers le maillage qu'on a fait avec la rotopologie. Voilà. Et donc, on va commencer maintenant avec la théorie sur le sculpt mode. Alors pour sculpter, évidemment, évidemment non, mais voilà, ce qui est bien, c'est de travailler avec une tablette graphique, parce que la tablette graphique va permettre de gérer la puissance du tracé, c'est-à-dire que si on appuie très faiblement, on va à peine bouger les points, alors que si on appuie plus fort, on va pouvoir faire des détails plus appuyés. Et pareil, là, si je veux lisser tout doucement, voilà, donc c'est important d'utiliser une tablette, c'est quand même plus efficace pour faire la sculpture. Ensuite, comment on va travailler avec cette tablette? Alors, idéalement, on va faire la combinaison entre le clavier et le stylet. Donc, comme avec la souris, hein, avec la touche contrôle, on va pouvoir zoomer et dézoomer. Avec la touche maj, on va pouvoir faire des travelling latéraux. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de régler votre stylet comme ceci. Donc, d'avoir le bouton intermédiaire, le bouton du bas, puisque normalement, dans la plupart des stylets, on a deux boutons, quelle que soit la marque, que ce soit Wacom, Yuon, Xpen ou autre. Et donc on va utiliser le bouton du bas quand le stylet est pointé vers la tablette, en bouton en clic du milieu en fait, ce qui va nous permettre quand on est dans Blender, quand on appuie dessus de tourner la vue 3D, quand on appuie sur CTRL et ce bouton de zoomer, dézoomer, et quand on appuie sur Maj de faire notre travelling. Donc on va avoir un seul bouton combiné à nos raccourcis clavier pour contrôler la vue. Et ensuite le bouton du haut en clic droit. Alors vérifiez bien que la pression fonctionne avant de commencer à travailler. Voilà, dans le logiciel, si vous n'êtes pas sûr que la pression fonctionne, vous pouvez repasser en mode objet, ajouter un objet de type Grease Pencil, qui sont des objets de dessin, donc on va le mettre blanc. Je vais passer en mode draw. Alors même ce que je vais faire, c'est que je vais créer un espace de travail animation 2D. Voilà. Et donc là, vous pouvez faire des petits tracés pour vérifier. Voilà, si j'appuie doucement, mon trait est très fin, et si j'appuie fort, mon trait est plus épais. Donc ça veut dire que la pression fonctionne. Donc je reviens en mode objet, je vais passer en sculpting, je supprime mon objet Grease Pencil. Voilà, donc ça c'est pour le réglage du stylet. Maintenant, on va voir aussi que si jamais vous ne pouvez pas accéder facilement à votre clavier, sur les tablettes, il y a la possibilité de régler des raccourcis clavier sur les boutons qui sont sur les côtés. Alors moi, je vous propose une certaine configuration. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est vraiment au fur et à mesure à l'usage qu'on va voir comment configurer ça. Alors moi, ce que j'ai fait dans les touches sur les côtés, c'est, voilà, j'ai séparé en deux. En gros, on a là les touches de contrôle en bas et les touches, les raccourcis clavier les plus importants en haut. Alors évidemment, il y a le raccourci clavier F qui permet du coup d'augmenter ou diminuer la taille de la brosse. On a Shift F du coup qui permet d'augmenter pas la taille mais la force de la brosse. Ensuite on a Shift Space. Alors Shift Space, ça permet d'afficher les différents outils, de faire une pop-up avec les différents outils, donc c'est très pratique aussi. Control Tab, Control Tab ça permet d'afficher le mode d'objet, quand on va sculpter, on va parfois devoir revenir en mode objet pour rajouter des objets séparés. Donc voilà, donc c'est important de pouvoir changer de mode assez facilement. Et ensuite Q. Donc Q c'est c'est le menu des quick favoris, donc vous pouvez rajouter
des comment ça s'appelle, des raccourcis au menu Quick Favorite. Donc moi je me suis mis Remesh parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent quand on fait de la sculpture. J'ai mis Wireframe parce que c'est pratique pour illustrer quand je sculpte ce que je monte, mais c'est juste dans le cas de l'enregistrement de vidéos, sinon je m'en sers pas. Hein. Et puis CTRL Z, undo et redo. Donc annuler, refaire. Ensuite, bon, moi je sais, c'est peut-être pas sur toutes les tablettes, mais voilà, par exemple sur les Wacom, vous avez l'espèce d'outil en rond, mais ici ça permet de faire du zoom ou du dézoom. Donc en bas ensuite j'ai juste la touche Maj, hein, si vous voulez déplacer. Puis là, juste en dessous, on a la touche contrôle qui permet de tourner, de zoomer, pardon. Et puis après, vous configurez comme vous voulez. Moi, j'ai changé d'écran parce que voilà, j'ai 2 écrans, donc ça me permet de choisir sur quel écran je travaille. Donc après, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ok, c'est vous qui voyez. Il y a possibilité aussi d'avoir un petit module genre le Tartarus. Moi, j'ai cette espèce de boîtier, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est un mini clavier qui permet de configurer des touches. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent des manettes. Voilà, récemment, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Active Motion Pictures, qui a publié une vidéo où ils expliquent comment configurer n'importe quel périphérique pour l'utiliser avec Blender, où en fait, simplement on va assigner un périphérique en Bluetooth ou autre au logiciel, et avec un autre logiciel voilà, qui s'appelle Joy2Key, on va permettre sur les touches de la manette ou autre d'assigner une touche du clavier. Voilà, donc et ainsi de suite, comme ça, vous pouvez vous passer de votre de votre clavier et en ayant les raccourcis principaux. Alors, la sculpture par Blender, on va commencer déjà par voir ce qui se passe quand on ouvre le logiciel. Donc par défaut, on peut créer un nouveau projet, donc de type général, d'animation, on voit qu'il y a écrit Sculpting. On a aussi, quand on fait un projet général, un onglet en haut dans les workspaces, donc dans les espaces de travail, qui s'appelle Sculpting. En fait, ce qui se passe quand on choisit Sculpting ici, c'est qu'on va avoir, alors je vais le faire, bien voilà, on a seulement 2 espaces de travail, un qui est consacré à la sculpture et un qui est consacré au shading, donc à la fabrication de matériaux. Voilà, c'est pas si vraiment vous voulez vous concentrer sur la sculpture et avoir un minimum dans l'interface, c'est bien. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un truc général parce que on va aussi faire de la rotopologie, donc on va avoir besoin de passer peut-être en modeling. Et puis on va aussi, voilà, comme on va faire du baking, on va avoir besoin de peut-être plus de choses. Mais voilà, la sculpture dans Blender, en fait, c'est juste un mode qui est un mode des objets polygonaux. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends mon CUD, on a plusieurs modes, hein, le mode objet, le mode edit, le sculpt mode, vertex paint, weight paint, texture paint. Voilà, si vous avez fait des cours, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez un peu à quoi correspond tout ça. Et donc, le sculpt mode, en fait, c'est un mode un peu spécial où on va avoir plusieurs brosses. Et en fait, ce que ça fait, c'est juste que ça déplace des points. Pour résumer un peu vulgairement, alors c'est un peu abusé vis-à-vis des gens qui travaillent, qui développent ça, mais voilà, pour résumer, en fait, on va déplacer des points. Alors, je vais par exemple mettre Suzanne, je vais faire CTRL A2 pour ajouter un modificateur subdivision surface que je vais appliquer. Je vais afficher le maillage, et je vais passer en mode sculpture. Donc là, on voit bien le maillage en mode sculpture. On voit que quand je prends la brosse, bah, les points juste se déplacent. Ok, voilà. Et c'est juste ça, en fait. Enfin, c'est juste ça. C'est vraiment super, en fait, c'est que ça va permettre de déplacer les points du maillage de façon peut-être plus intuitive que quand on est en mode edit, où on doit déplacer point par point ou par groupe de sélection. Voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus intuitif, où en fait voilà, la sculpture ça va être quelque chose de plus organique, de plus créatif, on va dire, en termes de façonnage de forme, pardon. Alors la sculpture, en fait, ça va se passer, on va le faire par couches de détails successives. C'est-à-dire qu'on va faire la forme de notre objet, on va déplacer tous nos points comme on a besoin, et au fur et à mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complexifier le maillage, c'est-à-dire que là, il y a une certaine résolution, et on va rajouter d'autres points
d'autres divisions pour pouvoir ajouter des niveaux de détail supplémentaires. Alors pour ça, on a deux types de workflow. On a d'un côté la topologie dynamique, qui est DynTopo, qui est raccourci en DynTopo dans le logiciel. Et DynTopo, donc c'est pour Dynamic Topology. Et on a Remesh. Donc que ce soit DynTopo ou Remesh, vous avez les deux modes de travail. En haut, quand on passe en mode Sculpt, donc en haut à droite, on a les deux types de flux de travail. Alors la différence, DynTopo en fait, voilà, je vais l'activer. Non, il y a un petit message d'erreur, c'est parce qu'il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des UVMap sur mon modèle et que le DynTopo, ça va détruire les UVMap. Voilà, donc je les supprime direct. Et donc DynTopo, déjà, on a plusieurs choses. On a la méthode, donc en fait, ce que va faire DynTopo, c'est qu'il va soit diviser les faces, soit les fusionner, en fonction du niveau de détail dont on a besoin. Donc par défaut, on est sur Subdivide et Collapse. Donc Subdivide, ça divise, Collapse, ça fusionne. Et là, il fait les deux. Et on a ensuite plusieurs méthodes de travail. Donc on a relative, constante, brush, tout ça. Donc honnêtement, j'avoue que voilà, moi j'ai surtout travaillé avec relative et constante, branch detail et manuel detail, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, bref. Donc, constante detail, en fait, quand on va le choisir, on va avoir une résolution. Voilà, qui par exemple ici est 3. Et puis, plus on va augmenter le chiffre, plus on va augmenter la résolution. Voilà. Alors que si on est en relative detail, plus on va zoomer sur le modèle, plus on va avoir des détails, des zones détaillées. Là aussi en fonction du detail size. Ok, donc là on est plutôt dans plus on va vers le bas. Voilà, je suis allé un peu fort peut-être. Voilà, je pense que je vais tuer l'ordinateur. Oui, c'est ça, je l'ai tué. Donc voilà, donc en fait, vous l'avez compris, la topologie dynamique, en fait, il va recréer un maillage au fur et à mesure qu'on sculpte. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut avoir un maillage qui est subdivisé uniquement à certains endroits où on a besoin de détails et à d'autres moins. Et voilà, l'inconvénient, en fait, c'est que c'est plus lent, en fait. C'est-à-dire que pendant ce qu'on va sculpter, on peut avoir un peu de lag, parce que au lieu de se contenter de déplacer des points, le logiciel, il doit en créer au fur et à mesure. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'on peut arriver à un moment à ne plus contrôler le niveau de détail, à se retrouver comme je l'ai fait avant là de... Bon, voilà, j'ai coupé la vidéo, j'ai fait CTRL-Z, ça a pris du temps et c'est reparti, mais... Voilà, donc on peut se retrouver avec trop de détails à certains endroits et faire vraiment laguer le logiciel. Et donc ensuite, on a une autre méthode. Alors pour ça, je vais recréer un autre personnage, donc je passe en mode objet, je vais supprimer celui-là. On recrée Suzanne. Je refais CTRL-2 pour ajouter le modificateur subdivision surface en niveau de détail numéro 2. J'applique et je repasse en mode sculpt. Et donc, comme je disais, on a la deuxième méthode, qui est celle qu'on va utiliser pour ce cours, en fait, qui s'appelle Remesh. Et Remesh, la différence avec le logiciel, c'est qu'on va sculpter notre forme, et puis quand on peut plus avancer parce qu'on n'a plus on n'a plus la possibilité de rajouter des détails, on va faire un remesh, c'est-à-dire qu'on va refaire le maillage de l'objet avec plus de détails. Ou moins de détails, ça dépend. Voilà. Et donc ça va marcher par voxel size. Alors, pour expliquer ça, plutôt que de prendre Suzanne, on va prendre un cube. Et il faut savoir que Blender a ses propres unités. Alors je vais zoomer en arrière. Alors je sais pas si on va bien voir le quadrillage, mais globalement, voilà, je vais essayer de tracer droit. On a ceci qui est une unité Blender, okay, qui de base fait 1 mètre par 1 mètre, et puis on voit que notre cube il fait 2 mètres par 2 mètres, donc c'est ça. Donc c'est 2 unités en largeur, 2 unités en hauteur et en profondeur aussi. Quand on est en mode sculpture en fait, et quand on va utiliser le remesh, on a ici voxel size. Vous voyez qu'il y a 0,1 mètre, donc on est à 1/10 de mètre. Là par exemple, j'ai mon cube, je vais choisir voxel size 1 mètre, et je vais cliquer sur Remesh. Je vais faire CTRL-Z, on va plutôt commencer l'exemple avec 2 mètres. Voilà, là il m'a pas remeshé, parce que c'est la taille par défaut. Alors je reviens CTRL-Z. Donc je vais remettre 1 mètre, et puis voilà. En fait, ce qui s'est passé, alors je vais reprendre mon outil d'annotation,
en fait, c'est qu'il a coupé tous les 1 mètre le logiciel. Alors en fait, on aurait plus 1 mètre comme ça, 1 mètre comme ça et 1 mètre comme ça. Donc, voilà. Et donc, il a coupé notre forme comme ça. Et donc, plus je vais augmenter le détail, là, je vais passer à 0,5 par exemple, et il va subdiviser de plus en plus petit. Okay, donc le but, c'est de commencer avec un niveau de détail qui est peu élevé, et au fur et à mesure qu'on sculpte, de rajouter des niveaux de détail. Alors je vais enlever mes annotations. Et donc à partir de là, je vais pouvoir sculpter ma forme. Et puis si j'ai besoin de rajouter des niveaux de détail, je vais réaffiner au fur et à mesure. Alors évidemment, plus on va augmenter le niveau de détail, plus le remesh va prendre du temps. Là, vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment beaucoup subdivisé, donc on va pouvoir entrer dans des phases de détail où on va pouvoir vraiment... alors, je vais peut-être enlever le maillage pour qu'on y voit mieux. Voilà, donc là, à ce niveau-là, comme je disais, on va vraiment pouvoir faire du détail. Donc voilà, donc on a vraiment les deux flux de travail qui sont possibles. Moi, personnellement, je préfère travailler avec Grimesh, parce que, certes, quand on appuie sur Imesh, ça peut prendre un peu de temps, mais on a un maillage qui est bien régulier, en fait, après, quand on fait ça, c'est plein de petits carrés, et puis on sait qu'on a un niveau de détail constant. Alors, j'arrive plus à dézoomer. Voilà, et donc de toute façon, c'est le flux de travail qu'on va utiliser dans cette vidéo. Bon, maintenant, je vais rapidement vous présenter les différentes brosses. Alors, les différentes brosses, elles se trouvent dans le panneau latéral de gauche, qui s'active avec la touche T. T comme Tool, en anglais, outil. Et ce menu, il est responsive. Ok, donc vous pouvez l'attraper sur le côté, l'agrandir. Donc là, si on le grandit au maximum, ce qui est bien, c'est qu'on voit le nom des brosses. Donc quand on les connaît pas, ça permet de bien comprendre comment elles fonctionnent. Ensuite, on peut les réduire sur 2 colonnes, ou sur une colonne pour que ça prenne moins de place, mais là, il y en a tellement qu'on les voit pas toutes d'un coup. Bon, moi, en général, je préfère l'avoir sur 2 colonnes, mais encore une fois, c'est une question de préférence. Et puis, si jamais vous l'avez caché, vous pouvez activer les outils avec le raccourci clavier Maj et Entrée. Okay, et du coup, ça vous donne le menu avec toutes les brosses et tous les outils. Et ce qui est intéressant avec ce menu, donc encore une fois, c'est Maj et Entrée. Ce qui est intéressant avec ce menu, c'est qu'on a les raccourcis clavier. Donc vous n'êtes pas obligé de les apprendre tous par cœur dès le début, mais par contre, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure, vous pouvez apprendre les raccourcis clavier. Moi, ce que j'aimais bien faire au début aussi, c'est faire une capture d'écran de... alors c'est Windows S normalement, la capture d'écran. Windows Maj S peut-être. Voilà. Donc je fais une petite capture d'écran, juste de cette zone. Voilà, on va l'enregistrer. Et puis on va, voilà, je vais diviser l'interface. Je vais mettre un éditeur de type image. Du coup, je vais ouvrir la capture d'écran que j'ai faite. Et puis on va utiliser là la petite punaise ici pour que l'image reste affichée tout le temps. Et voilà. Et donc là, comme ça, on peut se passer de, voilà, on se force à apprendre les raccourcis clavier. Donc je ferme le menu latéral. Et puis j'ai mes différents outils qui sont ici. Mais là, c'est vraiment quand on a un mode, je veux travailler qu'avec les raccourcis clavier. Ok, nous on va les laisser afficher. Ce que je vais faire aussi, il faut que j'essaie d'y penser tout le temps, c'est d'afficher voilà, moi les touches que j'utilise. Mais voilà. Donc ensuite, on a, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs dans ces brosses. Globalement, donc on a 3 couleurs principales, le bleu, le rouge et le jaune. Les brosses de type bleu, celles qui vont servir à déplacer les points, mais en fait juste pour faire des détails précis. Alors je vais pas faire toutes les brosses une par une parce que c'est long et qu'ensuite, en plus chaque brosse peut être détournée pour des usages différents. Mais voilà, et puis je vais, au fur et à mesure qu'on va sculpter la tête de dragon, j'expliquerai les différentes brosses que j'utilise. Et voilà, donc on a les brosses bleues qui vont servir à faire des détails. Donc moi, ce que je sais que je vous invite à les tester au fur et à mesure. Hein. Donc on a la brosse qui s'appelle Draw qui va permettre de faire des formes. Voilà, donc qui pousse les points vers le haut. Et avec la touche contrôle, on creuse en fait. Voilà, ça c'est important à connaître. Donc avec le clic gauche, on sculpte. Et avec contrôle,
on creuse. Voilà, ensuite, voilà, on a cet outil-là qui s'appelle DrawSharp qui va permettre de creuser des sillons. Clay qui va permettre de faire comme si on avait des couches de pâte à modeler. Clay Strip, bah c'est pareil, mais voilà, comme si on déroulait de la pâte à modeler. Layer qui permet en fait de rajouter des couches. Voilà, comme si on augmentait la zone où on sculpte. Voilà, Inflate, Deflate, bah ça va gonfler ou dégonfler les zones. Voilà, comme si vous injectiez de l'air en fait dans le maillage. Blob, bah, comme son nom l'indique, ça va faire des petits blobs, comme si vous faisiez des petits boutons, des petites pustules. Voilà, et ensuite, Crease, ça permet de faire des sillons, tout en faisant ce qu'on appelle le pinch, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fait les sillons, en plus, ça rapproche les points qui sont sur les côtés. Ensuite, on a tous les outils qui sont anti-brouche, sont les outils dits de lissage. Donc on a l'outil de base, là, le smooth, donc qui permet de lisser, voilà, qui va du coup vous permettre aussi d'effacer les détails dont nous ne voulons plus. L'outil flatten, qui va permettre d'aplatir, en fait, qui va du coup faire des zones plates. L'outil fill deepen, qui lui va remplir là où vous avez fait des trous pour lisser. Et ensuite l'outil scrape et pick, qui va permettre, voilà, de faire des espèces de biseautage ou de renforcer avec contrôle, voilà, de faire des pics, voilà. Donc ça, c'est vraiment les outils de lissage. Alors, on peut lisser à tout moment, là, par exemple, si je suis avec la brosse draw et que je rajoute du détail, je peux, en utilisant la touche mage, lisser, en fait. Si je fais mage et que je fais clic gauche, je vais pouvoir lisser. Alors, depuis tout à l'heure, je dis clic gauche, mais en fait, c'est quand on appuie avec le stylet, puisqu'il vaut mieux utiliser un stylet pour sculpter. Voilà. Et puis, d'autres choses que j'ai pas dit, qui sont importantes à retenir, c'est la touche F pour agrandir et rétrécir la brosse. Ça, je vais essayer de le redire au fur et à mesure. Et la touche majuscule plus F pour augmenter ou diminuer la dureté de la brosse. Donc la force de la brosse, ici on a les deux paramètres, un radius en haut et strength, donc la taille et l'appui et la force de la brosse. Ensuite, donc on a les outils qui sont de couleur jaune. Alors ces outils de couleur jaune, ils vont permettre de déplacer les points du maillage, mais en grande quantité. C'est vraiment ce qu'on va utiliser pour faire les formes générales. Donc on a ce premier outil qui s'appelle Scrape, qui va permettre, lui là, de biseauter sur deux angles en fait. On a l'outil Pinch, qui lui permet de rapprocher, non, je vais remonter la taille de ma brosse, mais qui permet de rapprocher entre des points. On a ensuite l'outil Grab, lui alors on va beaucoup l'utiliser, donc son raccourci c'est G, mais qui permet, voilà, de déplacer tout un ensemble de points. On a Elastic Deform qui fait un peu comme Grab, mais qui va vraiment augmenter sa zone d'influence en fait, comme si on avait c'est comme si on manipulait des chamallows ou du caramel mou. On a cet outil qui s'appelle Snake Hook, donc qui va permettre lui de déplacer encore plus les formes. Alors là on voit que ça commence à ressembler à rien. C'est-à-dire que en fait, vu que je ne fais que déplacer des points, si j'affiche le maillage, voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure que j'ai déplacé les points, là j'ai plus assez de points, du coup ça fait des formes un peu dégueu. Alors ce que je peux faire, voilà, c'est venir lisser un petit peu, et puis faire du remesh. Donc on attend un petit peu. Voilà, alors en fonction du niveau de détail, le remesh peut être plus ou moins long. Là ça a été assez long, donc je pense que j'aurai accéléré le montage pour pas que vous ayez à subir ça. Mais voilà, du coup que j'aurais dû lisser un peu plus avant de faire le remesh, mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, on a cet outil, cette brosse qui s'appelle Thumb. Donc c'est comme si, avec votre doigt, vous aviez de la pâte à modeler, que vous déplaciez des petites zones de pâte à modeler. Cet outil qui est très intéressant, l'outil Pose en fait, qui va permettre, vous voyez, ça, on voit là une espèce de trait. En fait, imaginez que c'est comme si on mettait un os et on va pouvoir bouger
en fonction de cet os. Donc si vous faites une sculpture et que vous voulez, voilà, mettons on fait un personnage en pose T ou en pose A, on va pouvoir ensuite venir positionner les doigts, les bras, les jambes avec cet outil. D'autant qu'il a une fonction pose IK segment ici, on va pouvoir en fait, bon là j'ai un maillage qui est beaucoup trop dense, donc cet outil va beaucoup ramer. Alors je vais diminuer le maillage, voilà. Voilà, donc là vous voyez j'ai rajouté des segments, et donc le déplacement des points va se faire en fonction des segments, comme si on avait une cinématique inverse. Alors là ça marche pas très bien, mais si vous avez un bras ou une jambe, ça marchera beaucoup mieux. Ensuite on a Nudge, donc Nudge qui permet au fur et à mesure de faire des espèces de tourbillons, en fait, où on va pouvoir déplacer les points petit à petit. On a Rotate qui lui permet comme son nom l'indique, de faire des rotations. Je sais pas pourquoi j'ai mon stylet qui bug, évidemment pendant la vidéo. Bref, ensuite on a Slide Relax. Alors pour ça il faut plutôt que je mette le maillage pour qu'on voit ce que ça fait. En fait, Slide Relax va nous permettre de déplacer les points sur la surface tout en conservant au maximum la forme. Voilà, ça va permettre, par exemple, si on a besoin, là c'est vraiment on veut manipuler le niveau détail, d'avoir plus de points à certaines zones pour faire des niveaux détail et moins à d'autres, là où on en a le moins besoin. Ensuite, on a Simplify qui est censé du coup simplifier le maillage. J'avoue que en fait, je m'en suis jamais servi de lui, donc je sais pas trop comment il fonctionne. Bref. Ensuite, on a Mask. Alors Mask, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet d'isoler certaines parties du maillage. Ok, donc là, je vais peindre une zone, et la zone du masque sera protégée, en fait. Ok, donc après, je ne peux plus sculpter sur la zone où j'ai fait mon masque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce masque, on peut faire plein de choses avec. On peut l'inverser, voilà, et du coup, je ne vais pouvoir travailler que sur la zone inversée, et du coup, tout le reste de la sculpture sera protégé. Donc on peut faire plein de choses, on peut le lisser, on peut évidemment l'effacer avec Clear, on peut faire ses bords plus durs, on peut gros masque, ça permet de l'étendre, etc., etc. Ensuite, on a aussi la possibilité, voilà, d'utiliser Mask Extract pour recréer un maillage à partir du masque. Mask Light, c'est pour couper, etc., etc. Donc c'est plein de choses intéressantes. Ici, on a d'autres outils pour faire du masque, donc Box, qui va permettre de faire... alors, je vais faire Alt-M pour effacer le masque, et avec Box, vous voyez qu'on peut faire une sélection de masques, et on peut aussi utiliser le lasso. Cet outil-là, qui s'appelle Box Hide, va permettre de masquer une petite partie du maillage. Voilà, ça va permettre si on a une partie qui obstrue et qui nous empêche de voir, de mieux voir. Pour réafficher ce qui a été masqué, c'est dans Sculpt. Voilà, on a Show All, donc Alt H, pour faire apparaître ce qui a été masqué. Ensuite, on a l'outil Filtre. Alors l'outil Filtre, il est intéressant, donc on va pouvoir sélectionner une zone. Et sur cette zone, on va pouvoir appliquer un filtre. Donc là, je fais CTRL-I pour inverser le masque. Et donc ces filtres, ils sont de plusieurs types. Donc on a Inflate qui va permettre de gonfler, on a Random qui va permettre on va utiliser de faire des déplacements random du maillage. Smooth qui va permettre de lisser justement tout ce qu'on a fait. Voilà, comme je dis, Scale, ça va agrandir ou rétrécir. Sphère, je suppose que ça va faire notre forme en forme de sphère, etc., etc. Inflate, ça va gonfler ou dégonfler. Et Relax, ça va harmoniser le maillage, en fait. Alors, je vais rafficher le fil de fer. Décidément, j'ai vraiment des problèmes avec mon stylet aujourd'hui. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, c'est les différents outils de transformation qui ressemblent à ce que vous avez déjà vu si vous avez travaillé en mode edit, donc déplacement, rotation, mise à l'échelle, et tous les outils de transformation.
Donc en fait, là, par exemple, si je prends mon outil de déplacement, je vais pouvoir déplacer la zone qui n'est pas masquée. Si je prends l'outil rotation, je vais pouvoir la tourner. Okay. Sachant qu'on peut déplacer le point de pivot. Donc ici, on a une option dans Skull qui s'appelle set pivot. Alors le pivot, il peut être à l'origine de l'objet, au niveau de la zone qui n'est pas masquée, au niveau Active Vertex, donc c'est les points qui sont sélectionnés, sous le curseur 3D et au bord du masque, voilà. Et donc ça va nous permettre de transformer notre maillage, et puis on a aussi la mise à l'échelle, ou alors notre outil multi-usage. Donc ça peut être pratique par exemple si vous avez une mâchoire que vous voulez ouvrir ou fermer. Alors on peut utiliser ça. Voilà, bon au final je voulais pas faire la démonstration des outils, mais je l'ai faite. Tant pis. Je vais juste repartir avec une autre forme. Je vais prendre un cube, faire CTRL 4. Voilà, CTRL 4, mais pas 4 du pavé numérique pour ajouter mon subdivision surface niveau 4. J'applique. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est quand on a une brosse, il y a différents paramètres en haut, qu'on retrouve aussi là dans la zone outils, dans le panneau outils, et cette panneau outils, vous l'avez là aussi, donc on l'a à plein d'endroits. Tiens, d'ailleurs, je vais passer en mode plein écran, on aura nos outils ici. Et en fait, on a plusieurs choses dans les outils. Donc on a ce qui concerne la brosse, la texture, stroke c'est le tracé, et fall off c'est l'atténuation. Et curseur c'est juste que on va afficher certaines informations. Alors on va commencer par fall off. Fall off en fait vous avez ici plusieurs formes de brosse qui vont être en fait il faut imaginer que c'est la forme de la pointe de votre outil. Ok, là par exemple si je prends de base on est sur smooth, et si je fais un tracé, je vais avoir une certaine forme. Alors je vais peut-être augmenter le niveau de détail, mais pas autant. Voilà, si je change le fall off en sharp, je vais avoir une atténuation différente et ainsi de suite. Si je suis en constant, je vais encore avoir une forme d'atténuation différente. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux faire des formes personnalisées. Donc si je me mets sur Custom, on va imaginer que ça c'est le profil de mon outil. Ben là par exemple si je fais quelque chose comme ceci, je vais pouvoir faire par exemple des espèces de cratères. Voilà, vous voyez des zones avec des trous, et donc là comme ça vous pouvez customiser l'atténuation de votre brosse, donc c'est assez intéressant. Ensuite, donc on a ce qui concerne la brosse en elle-même. Et là, ces options-là, elles vont changer en fonction de l'outil que vous utilisez, même s'il y a des choses qui sont un peu communes. Mais voilà, donc je peux pas passer mon temps à tout expliquer, mais voilà, on a des choses qui reviennent, comme l'autosmooth qui permet de lisser automatiquement, par exemple. Sculpt plane, on va pouvoir définir comment se comporte la zone sur laquelle on sculpte. Alors si on choisit Area, ça va se faire en fonction de la direction des faces. Si on choisit View, ça va se faire en fonction de la vue. Et on peut aussi limiter. Là par exemple, si je choisis X-Plane, eh ben, je vais pouvoir sculpter sur l'axe X, comme vous voyez, mais plus sur les autres axes. Donc ça peut servir suivant le type de sculpture que vous voulez. Alors si jamais vous avez touché trop de paramètres et que vous voulez revenir à la brosse par défaut, ici vous avez une petite option Reset Brush qui vous permet de remettre la brosse à 0. Ensuite on a la texture, donc c'est la façon dont va se comporter la texture, puisque de base, là vous voyez qu'on a des... Alors je vais avoir quelque chose de plus petit. Donc quand on sculpte, on a quelque chose d'assez rond en fait. Ah oui, mais il faut que je remette ma brosse à 0 ici aussi. Voilà, et donc on peut utiliser des textures pour ajouter des détails. Donc là, je vais diminuer la taille des voxels pour avoir beaucoup de détails. Je vais partir du plein écran. Et ici, donc dans l'onglet avec le petit damier, on peut créer des sculptures, donc j'en crée une nouvelle. Alors vous pouvez utiliser des images en niveau de gris, ou bien utiliser des textures procédurales. Là par exemple, je prends Distort Noise, juste pour vous montrer. Et donc, vous voyez, si je fais F, déjà on voit la texture qui apparaît. Là,
dans curseur, je vais lui mettre voilà, de me l'afficher tout le temps. Et donc cette texture, donc par défaut, on a le type de mapping setTile, donc c'est la façon dont elle va s'appliquer sur le maillage. Donc là, on voit qu'elle est répétée. Donc si je veux sculpter, ça va se faire par rapport à la vue de face. On peut avoir aeroplane, où donc ça va se faire par rapport à l'orientation des faces. On a viewplane, où ça va se faire par rapport à la vue. Ensuite 3D, ça marche bien avec les textures procédurales, mais ça marche beaucoup moins bien avec les textures 2D. On a random, où ça va projeter de façon aléatoire les différents modes. Et puis on a stencil, où on va pouvoir utiliser la texture comme un pochoir. Alors donc on la voit apparaître là en bas à gauche, et avec clic droit, on va pouvoir la déplacer. Avec CTRL clic droit, on va pouvoir la tourner. Et avec Maj clic droit, on va pouvoir l'agrandir ou la rétrécir. Et donc on va s'en servir comme je disais, comme pochoir. Là, si je la réduis, que je la déplace. Voilà donc pour l'utilisation de la texture. Donc on a ces deux, on va dire les deux premiers menus qui vont concerner l'attitude de la brosse, et ensuite on a l'attitude du tracé. Donc le tracé en fait c'est le geste en fait qu'on va faire. Alors je vais reprendre un objet neutre en fait. Non, je ne veux pas utiliser de texture. Et donc dans Stroke on a plusieurs choses. Donc on a la méthode pour commencer. Hop, pardon, voilà. Donc par défaut on est sur, ça dépend des outils, mais on est sur Space là, dans l'outil Draw. Et en fait il faut savoir que... Alors je vais augmenter la taille et puis je vais finir mes phrases. Voilà, en fait il faut savoir qu'on a ici un paramètre spacing qui est de 10%. En fait, le logiciel va, tout au long de notre tracé, il va répéter la forme, voilà, avec un espacement de 10%. Donc si je me mets en 100%, alors je sais pas si on le voit bien, je vais changer le type d'affichage, réaugmenter encore le maillage. Donc on a un espacement de 100%, c'est-à-dire qu'entre chaque... on a une espèce de petite sphère qui correspond au fall-off, et entre chaque on a la taille de ma brosse. Et donc par exemple si je mets 200%, on a un espacement qui correspond à, on a 2 fois la taille de la brosse. Voilà, et donc ce qui permet d'avoir un truc continu, c'est de diminuer. Voilà, ensuite on peut aussi gérer ça en utilisant le dash ratio. Donc là si je diminue, vous voyez que ça permet par exemple de faire des coutures. Dash ratio en fait ça permet de faire des espacements petit à petit, mais en ayant, voilà, là je peux choisir dash length, donc l'allongement du dash, donc voilà, comme je dis, c'est très pratique pour faire des coutures. Ensuite on a dots, donc dots en fait c'est un peu comme point en fait, hein. Sauf qu'on n'a pas l'option d'espacement. On a drag dot, où en fait on va bouger notre forme, et puis elle va se positionner là où on va lâcher la souris, ou le stylet. Donc Space on l'a déjà vu, Airbrush, donc on va avoir là aussi, ça on va avoir une option d'espacement, sauf que là ça va s'appeler Rate je pense. Voilà, honnêtement moi je m'en sers très peu d'Airbrush, donc voilà. En corde, ce que ça fait c'est qu'on va positionner le stylet à un endroit, le déplacer, ça va augmenter ou diminuer la taille de la brosse. Line, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de faire des lignes droites. Donc ça aussi, ça peut être très pratique. Hein, si vous voulez faire des coutures, par exemple, là, on va utiliser... on peut pas l'utiliser avec... Oh, c'est dommage. Par contre, si on peut augmenter l'espacement. Voilà, donc on va, le long de la ligne, on va avoir plein de petits points. Et ensuite, on a curve. Alors, curve, il est un peu plus complexe à utiliser. Donc en fait, on va pouvoir utiliser plusieurs courbes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire nous plusieurs tracés, donc j'en crée un. Donc vous voyez, il s'appelle pen curve. Et donc là j'appuie sur CTRL et clic droit pour créer un point de courbe, CTRL, clic droit pour créer un point de courbe, et on va pouvoir comme ça créer une courbe de Bézier. Ensuite avec clic droit je peux déplacer cette courbe, manipuler les poignées, et donc ça va pouvoir nous permettre de faire une ligne qui est une jolie ligne en fait, qui est bien lissée. Et ensuite quand j'appuie,
Là, je manipule la poignée. Donc je vais retourner sur Stroke, je vais faire Draw Curve, et il va me dessiner ma courbe à l'endroit où où elle est. Alors, j'ai mis le spacing à 95, je vais revenir à 10. Et voilà, et donc il me dessine ma courbe. Et donc ça va se faire en fonction aussi de l'échelle de la vue, pardon. Donc voilà, donc je sais que ça fait déjà beaucoup d'informations, mais il fallait quand même voir ça.